Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré à la Seine et à la protection de notre fleuve parisien. La ville de Paris a lancé sa convention citoyenne en vue de reconnaître des droits à la Seine et pourquoi pas de la doter d'une personnalité juridique. Si l'avis citoyen sera présenté au Conseil de Paris en juin, des voix divergentes s'élèvent sur le sujet. Pour beaucoup, cette personnification de la Seine ne permettrait pas de régler les véritables enjeux auxquels fait face le fleuve parisien. Elle ne serait qu'une illusion finalement. Pour d'autres, il faut en effet passer ce cap juridique. Vous allez le voir, on a des questions de droit à trancher en plateau. On va discuter des enjeux qui concernent notre fleuve parisien. On va le faire avec nos invités en plateau en vous donnant un maximum d'informations. En culture, le musée Mayol accueille le révolté du merveilleux Robert Doisneau pour une rétrospective événement. Ça s'appelle Instant Donné et c'est un regard neuf posé sur cette œuvre immense. De l'art de vivre enfin et une autre manière de découvrir Paris au travers de vos papilles. À tous les estomacs qui grondent, Hit Paris est fait pour vous. C'est des restaurants, des commerces de bouche, des marchés dans lesquels on a envie de se rendre et qui nous permettent de poser un autre regard sur Paris. On a quand même de la chance, on est bien dotés. La personnalité juridique de la Seine et sa personnification n'apporteraient aucune réponse aux véritables faiblesses de la protection environnementale. Ce sont les mots de Samir Zimeyerima dans sa tribune dans Le Monde. On va évoquer justement cette question. Je précise qu'il est professeur de droit public, spécialiste en la matière. Pour autant, on l'a vu, ce sujet pose des questions depuis le début. On s'accorde sur la nécessité de protéger la Seine, évidemment, et sa biodiversité. La manière de le faire, c'est là que les questions se posent. On va évoquer ce sujet à la fois juridique, environnemental et sociétal et on va le faire avec nos invités en plateau et en visio. Mario Chapouton, vous êtes secrétaire générale du Grido, co-rédactrice de l'étude sur la personnalité juridique de la Seine et docteur en droit. Merci beaucoup d'être avec nous. Léa Vaza, conseillère de Paris, écologiste déléguée au Canot parisien. Merci également. Et en visio, Marine Calmet, présidente de Wild Legal. La proposition qui est sur la table, mesdames, est d'accorder à la Seine une personnalité juridique. Je vais tout de suite mettre les deux pieds dans le plat. Ça veut dire quoi? C'est quoi avoir une personnalité juridique? Quand on parle d'un fleuve, c'est vrai que ça peut être compliqué. J'utilisais le terme de personnification tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Alors la personnification juridique, une personne juridique, c'est un artefact juridique, c'est quelque chose d'artificiel que l'on crée pour conférer des droits et des devoirs éventuellement à cette personne juridique. Donc quand on parle d'illusion, ça a du sens? Oui, ça a du sens dans le sens où c'est une fiction juridique. D'accord. Mais une personne physique a une personnalité juridique, les associations, les entreprises, ce qui sont des personnes morales, ont également une personnalité juridique. Ça donne quel type de droit? Ça ouvre quel champ des possibles? Alors ça dépend. Si là on parle des droits de la nature, des droits de la Seine, ça serait des droits en fait relatifs à la protection, à la conservation, à la régénération de la Seine. Et la Seine en a besoin, Léa Vaza? C'est une critique qu'on fait souvent sur ce travail de la personnalisation juridique de la Seine. Mais en fait, le travail, il est à la fois juridique, mais aussi politique. Et ça se joue dans la représentation, justement, qu'on en a. C'est un débat de société qu'on est en train d'enclencher sur notre position, enfin la posture qu'on entretient vis-à-vis de la nature. Et donc, dans ce cadre-là, donner une nouvelle ampleur à la Seine, est-ce que c'est un égout dans lequel on peut tout envoyer, ou est-ce que c'est, comme le pensaient les anciens, une déesse? C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Et elle aussi, elle nous protège. Elle peut nous protéger. C'est ça qu'on essaye. C'est ce débat-là qu'on essaye d'ouvrir. Et donc, quand on dit c'est juste symbolique, non, c'est d'ailleurs, justement, c'est symbolique. Et donc, il faut aussi ouvrir ce débat. Et il peut déboucher sur quelque chose de très concret sur le juridique. Marine Calmet, on a vu que ce sujet était revenu sur le devant de la scène, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. On a beaucoup mobilisé justement notre fleuve parisien. Il y a eu d'âpres débats sur notre capacité ou non à organiser des épreuves dans la Seine. Est-ce que c'est ce qui nous a permis finalement de rouvrir les questionnements, les sujets autour de la protection effective de la Seine? Juridique ou non d'ailleurs, on y reviendra. En fait, ça a été un temps fort avant tout parce que on s'est rendu compte, parce qu'on a suivi la santé de l'écosystème, que la santé humaine et la santé du fleuve étaient deux sujets intimement liés. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier. Demain, nous ne pourrons pas protéger les droits humains si nous ne sommes pas en capacité de protéger les droits de la nature. Car nous ne pouvons pas nous penser, nous, en dehors du vivant.
Nous ne pouvons pas nous penser en dehors de nos milieux de vie, puisque à terme, cela a des impacts très conséquents sur notre santé, notre intégrité, voire même notre dignité en tant qu'être humain, de vivre dans des milieux dégradés. Et donc, cette question de la protection de nos milieux de vie, de la Seine, puisque nous vivons dans ce bassin versant qu'est la Seine, eh bien, elle est intrinsèquement fondamentale pour repenser nos politiques à l'aune plus élargie d'une santé planétaire, d'une santé de nos écosystèmes qui a besoin qu'on outille nos citoyens, nos élus, tous les territoires avec de nouveaux outils concrets pour protéger ces écosystèmes. Alors derrière, évidemment, on le comprend au travers vos mots, il y a la question de la protection de l'environnement au sens large du terme, la question de la protection de la biodiversité également quand on évoque le sujet de la Seine. J'aimerais revenir sur cette tribune dans Le Monde signée par Samir Zimé-Yerima. Je le disais, chercheur en droit public, la personnification juridique n'apporte aucune réponse aux véritables faiblesses de la protection environnementale. On reconnaît donc qu'on ne protège pas suffisamment le fleuve. Les obstacles auxquels on pense sont éminemment d'ordre pratique, sous-effectif des services d'inspection, manque de moyens techniques, engorgement des tribunaux, non-application de certains textes existants. La création d'une nouvelle catégorie juridique n'augmentera pas les budgets. Et donc, finalement, ce qu'on comprend au travers de cette tribune, c'est que ça ne réglera pas le problème. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est partiellement vrai? Peut-être qu'une réponse de droit à faire sur les moyens, c'est évident. De toute façon, il faut toujours des moyens pour faire respecter la loi. En revanche, moi, je ne suis pas juriste, mais ce que j'ai fini par comprendre avec mes mots de citoyenne, c'est que le droit de l'environnement, aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est comme un droit à polluer dans une certaine mesure. D'accord. Et en fait, avoir un droit de la nature, ça permettrait d'inverser complètement la logique et de dire on a d'abord le droit, enfin, l'environnement a le droit à la bonne santé. Donc c'est un droit positif. C'est symbolique, c'est politique. C'est pas symbolique parce qu'en fait aujourd'hui le droit de l'environnement c'est comme un, c'est des permis de polluer et là on pourrait aller beaucoup plus loin dans ce qu'on est en mesure d'exiger pour la qualité environnementale d'un lieu, d'un espace ou d'un objet, on va dire. Alors justement, si on revient sur ce volet purement juridique, Marion Chapouton, cette proposition, elle est juridiquement envisageable. Il y a certes quelques exigences constitutionnelles, mais rien d'insurmontable. Tout à fait. Pour redire un mot sur la question que vous avez posée, il y a effectivement un arsenal juridique de protection de l'environnement qui est très important en France. On est un des pays européens qui bénéficie le plus de la protection de la nature, que ce soit au niveau international, constitutionnel, législatif ou réglementaire. Donc on est bien doté ? Mais bien sûr qu'on est bien doté. Mais est-ce que c'est suffisant ? À l'évidence, non. On le voit bien, sinon on ne se poserait pas ce genre de questions. Et donc, je ne dis pas que les outils existants sont à jeter à la poubelle, pas du tout. Au contraire, il faut même, je pense, les rénover, il faut les améliorer, c'est évident, mais il faut aussi, pourquoi pas, se tourner vers des nouvelles solutions juridiques qui ne sont pas une révolution. On est d'accord que ça n'a pas révolutionné le droit de l'environnement, mais ça peut être un outil qui serait complémentaire, efficace et utile pour la protection de la Seine. En fait, ce que je comprends, c'est que ça permettrait d'élever notre niveau d'exigence par rapport à la protection environnementale de la Seine et de sa biodiversité. Exactement, ça permettrait finalement de boucher les trous dans la raquette qui existent. Effectivement, il y a des manques de moyens, il faut qu'il y ait plus de moyens. Et même si on reconnaissait la personnalité juridique de la Seine, il faudrait un portage politique fort, et il faudrait aussi un financement, c'est évident, dans tous les cas. Mais dire que c'est inutile, je trouve que c'est faux. Il y a aussi certains freins quand on veut défendre la bonne qualité écologique d'un milieu, c'est qu'on doit avoir un intérêt à agir, par exemple. Et donc, on a des blocages qui pourraient être levés par une nouvelle façon d'envisager le droit. De percevoir aussi. le... Voilà. D'accord. S'il y a un article de loi qui est intéressant, qui explique finalement, qui résume une partie de cet arsenal juridique, c'est l'article 210-1 du Code de l'environnement. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général. L'eau comme patrimoine commun de la nation, donc avec un régime juridique complet, correspondant avec des trous dans la raquette, vous l'avez dit, qui évoque la question de sa gestion, la planification, la police de l'eau, les sanctions pénales et administratives. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce que ça ajouterait effectivement de personnifier juridiquement la Seine. Alors, il y aurait un intérêt qui est symbolique, ça c'est évident. Ça c'est clair. Le passage d'une vision anthropocentrée à une vision écocentrée du droit. Mais aussi, ça serait efficace. Premièrement, parce que ça pourrait doter la Seine de représentants. Donc, il y aurait une protection institutionnelle avec pour et par une gouvernance démocratique, ce qui est très important. Alors, ça serait qui, ces représentants ?
Si on s'inspire des modèles étrangers et qu'on donc s'inspire des avantages, qu'on prend les avantages et qu'on évite les écueils, il faudrait un modèle un peu sur le style espagnol avec une institution à 3 têtes, une direction qui pourrait être avec un représentant d'une collectivité locale ou d'association, un collège d'usagers, donc les personnes qui utilisent le fleuve, et troisièmement un collège scientifique pour penser le temps long. Et en fait, cette direction à 3 têtes permettrait de remettre la Seine et la nature au cœur des politiques publiques. C'est peut-être là que ça risque de coincer. Je pense tout de suite à l'angle politique, évidemment. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde. La manière dont seront nommées, effectivement, si ça arrive, les personnes qui seront donc chargées de représenter juridiquement la Seine. De toute façon, protéger l'environnement, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, on n'est pas sur quelque chose de consensuel. Par contre, on est sur un débat de société qui progresse. Et d'ailleurs, la ville de Paris, là, on est dans une 3e étape vers la reconnaissance, vers la création de cette institution à inventer. Et on le fait collectivement. Il y a eu une première étape qui a été menée par Marine Calmet et Wild Legal avec le procès fictif des droits de la Seine au Théâtre de la Concorde, qui a été une première étape vraiment fondamentale. C'est très bien qu'on en reparle. La ville de Paris a attribué la citoyenneté d'honneur à la Seine, qui a été aussi un marqueur, plus cette fois-ci symbolique. Et puis en ce moment, nous avons commencé une convention citoyenne. Donc 50 Parisiens et Parisiennes ont été tirés au sort. Ils sont représentatifs de la population parisienne. Pour réfléchir justement pour réfléchir, parce que le politique et personne n'a la science infuse sur ce sujet puisque nous l'inventons. Et donc nous devons l'inventer collectivement. Ils se sont donné un mois. Puisse être représenté aussi demain s'il y a justement une instance à 3 têtes, comme vous l'expliquez, que chacun puisse avoir son mot à dire et puisse aussi tempérer peut-être sur certains sujets, qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. Oui, tout à fait, c'est exactement l'objet. Nous attendons les résultats de cette convention qui seront rendus au Conseil de Paris tout début juin. Et puis, il devrait aussi en sortir une proposition, pourrait en sortir des propositions législatives qui seront transmises aux membres du Parlement qui voudront bien les relayer. Et quand vous parlez des représentants, il y a déjà des instances représentatives de gestion de l'eau notamment, et on voit souvent que l'État, les industriels, les agriculteurs sont surreprésentés comparés aux associations et aux usagers. On ne peut pas dire que vraiment ce sont des parlements de l'eau, qu'il y a vraiment une démocratie participative à partir du moment où les usagers et les associations ne participent pas vraiment à ces instances parce qu'ils ont l'impression que finalement leur voix ne porte pas et ils préfèrent agir au niveau du contentieux. Donc l'idée aussi, c'est de prévenir, parce qu'on pourrait avoir une représentation de la Seine et une garantie via un accès au juge qui est facilité. Mais là, il y aurait aussi de la prévention et pas que du contentieux. C'est aussi pour prévenir au lieu de guérir. D'une lourdeur terrible, si on était dans une logique de contentieux. On l'est déjà. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas, justement. Oui, mais si on imagine, je me projette toujours dans l'idée, justement, de cette éventualité et donc d'une personnification juridique de la Seine. Le but, ça serait que la protection institutionnelle prévienne les dommages causés à la nature et qu'éventuellement, s'il y a des dommages, qu'il y ait un accès facilité au juge. Exactement, au contentieux. Et qu'on anticipe aussi le dommage, qu'on ne soit plus dans cette logique de réparation après un dommage, mais vraiment d'anticipation. Et de restaurer ce qui est un peu naturel, la vraie qualité de l'environnement. En fait, c'est ça le droit de la Seine, à vivre sainement, en bonne santé, quoi. Donc, par exemple, l'effort politique qui a été déployé depuis, c'est vrai, la fin des années 80, et puis là, qu'on a vu aboutir avec la baignade en Seine l'été dernier. On a eu peur. Oui, mais cet effort-là, il est monumental. Il a fallu plus d'1 milliard d'euros pour faire les investissements d'infrastructures qu'il fallait. Donc, si c'est pas porté politiquement, il n'y a rien. Avec un changement de droit, on ne se pose plus la question du portage politique. C'est le droit de l'environnement qui prime. Donc voilà. 1 milliard d'euros, vous l'avez dit, pour rendre finalement la Seine baignade pendant les Jeux. On imagine ce que ça veut dire derrière en termes d'investissement si on veut protéger durablement ce fleuve parisien. On a une idée des montants? Parce que là, on parle évidemment de questions de droit, on parle aussi du symbole de protection de l'environnement au sens très large du terme. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûterait effectivement d'assurer une protection XXL de la Seine ? Je ne sais pas si la question peut être posée comme ça, parce que ça se travaille projet par projet, chantier par chantier. Mais on imagine que c'est des sommes importantes. Oui, par exemple, le plan biodiversité de la ville programme déjà de renaturer les berges de Seine, donc d'aller vers une désimperméabilisation. Voilà, ça, ce sont des projets d'investissement qui coûtent extrêmement cher. Bien sûr. En revanche, ne pas installer des projets dangereux, par exemple, ça coûte pas si cher, par exemple. Donc c'est un arsenal, en fait, de possibilités et d'actions qui doivent être déployés. Et après, le niveau d'ambition, évidemment, se travaille aussi dans une continuité politique. Donc ça, bien sûr, avec des budgets à chaque fois selon les projets qui sont menés. C'est important aussi de voir, comme dans
toute la question du dérèglement climatique, quel est le coût de l'inaction, quel est le coût de la pollution en fait de l'eau. Et donc des réparations des dommages que vous évoquiez. Des réparations des dommages ou de l'impossibilité de se nourrir, de boire de l'eau potable, ce genre de choses. On va parler de ce procès fictif organisé au Théâtre de la Concorde. J'ai envie de vous demander, Marine Calmet, quel était l'objectif? Est-ce que c'était de faire parler de vous? Est-ce que c'était de faire parler évidemment du fleuve et des enjeux? Est-ce que, pas de vous, pardon, de la cause évidemment. Est-ce que l'idée c'était de tirer la sonnette d'alarme? Pourquoi est-ce que vous avez utilisé ce mode opératoire qui est celui du procès fictif? Alors, d'une part, c'est depuis 2021 que nous avons créé un collectif, le collectif des gardiennes et gardiens de la Seine, qui œuvre à travers le droit, mais aussi à travers la science, l'art, l'histoire, pour justement faire grandir cette idée de la nécessité de la reconnaissance des droits fondamentaux de la Seine. Et avec Wild Legal, c'est un outil que nous utilisons constamment, les faux procès, les procès simulés, pour justement faire rentrer le citoyen et les citoyennes en général, dans le tribunal. Parce que très peu d'entre nous ont en fait la chance, l'opportunité de se rendre dans ces lieux de justice et de comprendre tous les enjeux juridiques qui touchent justement à la question de la justice environnementale en général et là plus particulièrement des droits de la nature. Donc ce que nous voulions faire, et à la demande donc et en partenariat avec la ville de Paris, c'était de démontrer aussi par l'exemple, par un cas fictif certes, mais en fait des réalités très proches de ce que nous vivons au quotidien, la nécessité impérieuse de trouver de nouvelles solutions juridiques et de tester directement devant les yeux des spectateurs à quoi pourrait ressembler une justice demain dans laquelle la nature aurait des droits. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant cette soirée-là, eh bien justement, les experts du droit qui étaient là, les avocats, les magistrats, les professeurs d'université, se sont accordés sur cette nécessité. Et il y a des gens qui sont ressortis de la salle en nous disant... Moi, j'avais rien compris au sujet des droits de la nature et puis je comprenais pas très bien les enjeux sur la Seine. Et ben, en ressortant de là, du coup, j'ai compris et aujourd'hui, je pense qu'il faut s'engager dans cette voie. Donc, c'est grâce à ces outils très concrets de théâtre, de droit, de faux procès, qu'on peut permettre justement au public de toucher à la matérialité de ce que ça représenterait demain, concrètement, de reconnaître des droits à cet écosystème. Moi, je suis contente qu'on parle de cet aspect concret parce que je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. On parle de sujets qui sont extrêmement importants, qui sont importants pour notre avenir, pour l'avenir des Parisiens. Et finalement, en tant que citoyen, on se dit qu'on est relativement mal informé. On parle de... C'est pour ça que la première question, c'était qu'est-ce que ça veut dire que de personnifier juridiquement la Seine? Ce sont des termes juridiques, des termes complexes. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un peu plus de pédagogie? Est-ce qu'on a besoin d'accéder à plus d'informations? Le procès fictif dont on parlait au Théâtre de la Concorde, à l'initiative notamment de Wild Legal, permet en effet de mettre ces sujets sur la table. C'est évidemment politique puisque c'est évidemment engagé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour informer mieux et tout le monde surtout? D'un point de vue... Oui, en tant qu'élu, évidemment, aussi, oui, c'est quelque chose qui vous concerne. En fait, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont vite complexes, techniques, touffus, mais comme la politique, en fait. Et moi, je pense qu'on a tout fait pour que le citoyen se déconnecte le plus de ces sujets. Or, c'est le quotidien, c'est ce qu'on ressent, c'est nous, quoi, le politique et le droit. C'est nous en tant que société. Et donc, pour l'approcher plus facilement, moi, j'ai une approche un peu par l'expérience. Par exemple, je suis élue dans le 10e arrondissement et j'ai créé les baignades en eau libre dans le canal Saint-Martin. Le canal, il y a 10 ans, c'était vraiment la poubelle. Le jeu, c'était de jeter ses déchets le plus loin possible dans l'eau. Avec la baignade, on a un rapport complètement différent à cet objet et même à la ville. Quand on est en tongs, en maillot de bain et puis qu'on se baigne au milieu de cet ouvrage industriel, en fait, mais on repense complètement notre rapport à l'eau, à ce dont elle a besoin, elle aussi, pour être bien. Et on a envie d'en prendre soin. À son quotidien. Exactement. Je pense que quand on vit, par exemple, la Seine en la regardant de haut, depuis des quais hauts comme ça, en voyant des bateaux passer dessus, on la comprend pas du tout de la même façon que quand on est à l'intérieur de la Seine. Donc il faut tout petit se baigner pour qu'on comprenne. Tout faible. Et oui, je pense que ça change radicalement la façon dont on vit les éléments et la ville en général. Pourtant, on a vu que le sujet de la baignade n'était pas si évident. Hein. C'est pas évident, mais vous savez, il y a quelques années, il était hors de question d'imaginer un préfet se baigner en Seine pour plein de raisons. La navigation, c'est dangereux, on n'a jamais fait, etc. Et en fait, on l'a fait l'été dernier. Et là, cet été, il y a 3 baignades qui ouvrent en Seine. Moi, j'ai 4 baignades qui ouvrent aussi sur les canaux parisiens, même en dehors de Paris, en quartier populaire. Donc, c'est juste des choses c'est pas parce qu'on n'avait pas l'habitude de le voir qu'en le faisant,
on en sort transformé, et c'est cette transformation qui est vraiment intime, en fait, qu'il faut qu'on arrive à vivre, en fait, pour le croire. Voilà. C'est un sujet qui est sur la table depuis un moment. J'aimerais qu'on écoute les mots de Julien Bayou, le 17 septembre 2020, qui réagissait déjà sur la nécessité de donner de nouveaux droits au fleuve parisien. On l'écoute et je vous fais réagir. J'étais choqué de voir que Lafarge pouvait déverser des résidus toxiques, des déchets dans la Seine sans quasiment être puni, sanctionné depuis, on ne sait pas en fait, depuis des années. Les réactions n'ont pas été à la hauteur ? Eh bien non, et c'est pour ça d'ailleurs que nous les écologistes, on propose de donner des droits à la nature, une personnalité morale à la Seine. Ça peut faire sourire, mais c'est un progrès juridique qui permettrait de sortir de l'impunité. On était en 2020. Donc ça prend un temps fou finalement. Cette discussion, c'est pas une discussion si évidente que ça. Elle n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, même si d'un point de vue juridique, on l'a rappelé, il n'y a pas de problème majeur de droit. Oui, mais je pense qu'il y a un certain conservatisme, parce que, vous en parliez tout à l'heure, le droit, effectivement, je trouve, aide à comprendre la société dans laquelle on vit, etc. Mais le droit est un outil au service de quelque chose. Donc s'il y a un objectif, s'il y a des ambitions qui sont portées par les citoyens, par le politique, le droit peut facilement se mettre en œuvre pour faciliter ces objectifs, aller dans ce sens ces objectifs. Donc les citoyens n'ont pas forcément besoin de connaître toutes les techniques juridiques à partir du moment où ils ont envie de plus de protection et qu'ils donnent un certain mandat à ces représentants pour le porter. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller vraiment dans la technique. Pardon, mais si on en était à ce niveau de conscience, de se dire « je veux plus de protection pour la Seine, pour mon fleuve parisien », on serait déjà arrivé à cette question de la personnification. Elle serait déjà peut-être effective. Il faut dire que même cette personnification de la nature, elle est assez récente. On voit, c'est à partir de 2008 dans les constitutions sud-américaines, à partir des années 2010 ensuite en Nouvelle-Zélande, en Inde. Donc c'est vrai que ça a été fait pour le Gange en Inde et en Nouvelle-Zélande également. Donc ça vient effectivement d'usage, c'est la reconnaissance d'usage vernaculaire, donc de peuples autochtones, mais on voit très bien qu'en fait cet outil de protection peut être diffusé et adapté dans différents ordres juridiques et dans différents pays. Ça vous inquiète que ça prenne autant de temps ? Oui, et en même temps, oui, parce que nous ne l'avons plus ce temps, mais en même temps, c'est le temps du débat de société et c'est aussi le temps des rapports de force. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'un citoyen se dit « oui, j'ai besoin de pouvoir me rafraîchir quand il fait 50 degrés et de me baigner là où c'est disponible à côté de chez moi. Oui, j'ai besoin de pouvoir avoir une alimentation de qualité, ce genre de choses. » Oui, évidemment, chacun et chacune le souhaite. Simplement, il y a d'autres intérêts en jeu qui œuvrent contre ça. Et donc ça, c'est un travail vraiment politique. Et je pense qu'il faut dire le mot de rapport de force. Et ce rapport de force peut se jouer aussi dans le positif, en se projetant dans cet avenir positif, parce que c'est pas facile de se dire je change de système et vers quoi je vais. Et là, nous avons vraiment un bon exemple de révolution de système. Et on va vers quelque chose d'extrêmement positif où chacun peut y trouver son compte. C'est ça qui est important de faire comprendre. Je peux me baigner dans la Seine, voilà, aujourd'hui. Et c'était pas évident de se projeter là-dedans. On pourra se baigner dans la Seine cet été ? Oui, mais déjà en 2023, je crois que c'était plus des 3/4 du temps que la Seine était déjà baignable. Donc en fait, on a des problèmes de pics de pollution à certains moments, d'où c'est des investissements massifs pour recueillir les eaux pluviales et éviter qu'on les rejette directement dans la Seine, mais qu'on les envoie plutôt vers des réseaux d'égouts, par exemple. Donc en fait, ce sont ces moments de pics qui sont difficiles à gérer. J'aimerais qu'on évoque cette consultation citoyenne, lancée donc début avril par la Ville de Paris pour reconnaître des droits à la Seine. Vous l'avez dit, 50 citoyens vont plancher sur le sujet. Ils sont représentatifs de la population. Ils vont remettre leurs conclusions en juin. Quels sont les sujets sur lesquels on les a interrogés ? Ça ressemble à quoi finalement une consultation citoyenne ? Ça ressemble un peu à la Convention pour le climat, mais cette fois, les conclusions n'avaient pas été reprises par le politique, ce qui est bien dommage parce que c'était pour le coup très fort ce qui avait été imaginé. Donc ça ressemble à vous et moi qui un jour sommes dans une pièce et on vous explique un sujet que vous ne connaissez pas du tout. Et donc vous rencontrez Marine Calmet, vous rencontrez tout plein d'experts sur différents sujets et vous faites à partir de zéro, vous faites et de votre position personnelle en fait, de où que vous en soyez dans votre réflexion et dans votre connaissance du sujet,
vous allez cheminer et cheminer ensemble, parce qu'on n'a pas le même avis quand on doit œuvrer pour l'intérêt général. Dans le cadre d'une consultation citoyenne, c'est majeur. Oui, on n'est pas la même posture et le même avis quand on réfléchit à son intérêt propre et quand on réfléchit à l'intérêt général. Et donc là, l'objectif, c'est justement d'arriver à une posture d'intérêt général et donc de cheminer ensemble pendant... Le temps est court, c'est vrai, ça va être quelques semaines, mais c'est le début d'un travail et ensuite, voilà, il y a plein d'experts aussi qui sont autour de la table pour aider à justement, rédiger. ces experts, est-ce que c'est pas de fait politisé? Alors moi, j'ai participé en tant qu'experte. D'accord. Je ne suis pas politisée. Et ce que j'allais dire, c'est qu'on a surtout beaucoup écouté les citoyens. En fait, on nous a posé beaucoup de questions et on a plus répondu aux questions que donner un discours tout fait, au contraire. Donc c'est vraiment dans une logique d'échange. Tout à fait. Si un avis favorable est présenté en juin, que le Conseil de Paris donne suite, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue purement juridique? D'un point de vue purement juridique, il y aura peut-être la rédaction d'une proposition de loi qui sera portée par des députés. Et pour que la proposition de loi émane, il faut qu'il y ait un avis favorable au sein du Conseil de Paris. Oui, ce sera un avis, voilà, donc il sera présenté. Et je pense que, là, justement, on a travaillé depuis un moment à faire évoluer les consciences au sein du Conseil de Paris. Là, ce sont des citoyens qui rendent leur avis, donc nous ne sommes que représentants des citoyens et citoyennes parisiens. Vous remettrez finalement leurs conclusions. Ils nous remettront leurs conclusions et j'espère bien qu'on aura l'intelligence politique et le courage d'aller dans leur sens et de les soutenir dans leur choix. On verra ce qui en ressort, mais je pense que ce sera d'une très grande qualité. Et ils vont pouvoir proposer à la fois des évolutions législatives et réglementaires, mais également des moyens d'action, auxquels on peut locaux aussi, voilà, etc. Donc on aura un état des lieux, je pense, assez complet, une intuition très forte qui pourra ensuite être appuyée par des expertises diverses. Voilà. Le temps de la justice peut être long. À partir du moment où les discussions vont commencer à sortir du Conseil de Paris, où peut arriver cette fameuse proposition de loi, combien de temps est-ce qu'il faudrait pour que la personnalité juridique de la Seine soit effectivement reconnue? Ça peut être très rapide, ça dépend. Le temps politique n'est pas le temps juridique, ça j'y connais moins. Mais je pense que ça peut être assez rapide si tous les acteurs, en tout cas, se mettent autour de... Voilà, exactement. Et tombent d'accord. Voilà. Et on sait qu'il y a des enjeux politiques complexes qui vont venir perturber ces discussions, évidemment. Économiques évidemment. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Marine Calmet, d'avoir été avec nous également en visio. Et on passe tout de suite à la culture. Merci. Le musée Mayol accueille celui qu'on surnommait le braconnier de l'éphémère, le révolté du merveilleux ou encore le pêcheur d'images. Je parle bien sûr de Robert Doisneau, une œuvre immense guidée par l'ambition de l'homme et de l'artiste, sauver l'être humain que l'on découvre dans cette superbe rétrospective, la plus importante depuis 2 décennies à Paris. On va en parler avec Francine Desraudy. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fille de Robert Doisneau et co-commissaire de cette exposition. Je dois dire qu'organiser cette exposition au cœur du musée Mayol, ça a tout d'abord un sens et j'ai envie qu'on le révèle, qu'on explique pourquoi vous avez fait ce choix. En 1964, quand Robert Doisneau se rend à l'agence Raffo pour fixer les modalités d'une commande publicitaire, il passe par les Tuileries et là, il découvre le déballage des statues de Mayol et il y passe la journée. Exactement, parce que c'était quelqu'un qui disait que rien n'était plus important que la désobéissance. D'accord. Et il l'appliquait à sa propre vie. D'où son amour pour l'enfant. C'est cette période où on désobéit pas mal. Exactement. Et donc là, quand il passe, il se rend à l'agence Raffo qui est rue d'Alger, donc de l'autre côté de Jardin des Tuileries, et il voit que la maison Goujon est en train de déballer les statues de Mayol. Et là, il s'arrête. C'était le bon temps où on pouvait garer sa voiture dans la rue de Rivoli. Il s'arrête et il commence à suivre. Il rencontre Dina Vierny, donc le modèle de Mayol. Tout à fait. Qui était là sur place pour orchestrer la pose des statues. Et effectivement, la commande publicitaire qui était destinée à des cuvette gros filex pour Elle est tombée la fabrication plastique était repassée très très loin dans ses centres d'intérêt. Et on comprend aussi au travers de cet exemple que Doisneau, c'est un artiste complet qui a accompagné des générations avec certains clichés. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de parler de ces campagnes publicitaires, puisqu'il y a des clichés qui sont devenus des icônes d'une génération qui ont été remobilisés pour des événements publics, politiques, sociaux. Qu'est-ce qui caractérise pourtant son œuvre? Sa manière à lui de percevoir le monde, sa capacité à capter ces moments d'éternité, sa patience, cette disposition pour l'inconnu? Ce qui le caractérise, c'est peut-être, ce qui caractérise absolument toutes les œuvres d'ailleurs, c'est d'être totalement personnel.
C'est-à-dire que voilà, la désobéissance, ça permet de ne faire que les choses qui vous correspondent. Alors en réalité, pour gagner sa vie, il faisait beaucoup de commandes, beaucoup, pour l'illustration, pour la presse, mais également pour la publicité, ce qui ne l'amusait pas beaucoup, parce que la publicité, par exemple, à l'atelier, il classait ça dans des dossiers qui s'appelaient niaiseries publicitaires. Donc vous voyez... Tout est dit, hein, tout est dit. Tout est dit. Hein. Donc, mais malgré tout, son caractère faisait que même dans une commande publicitaire qui l'ennuyait énormément, il allait essayer d'inventer un style, d'inventer quelque chose d'un peu drôle, d'amusant. Alors on montre ça aussi, mais pas seulement, on montre des choses beaucoup plus graves. Hein. C'est vrai que c'est cette capacité à poser un regard égal sur les puissants, les petits de ce monde aussi. Totalement. Ce regard très solidaire, souvent complice et très digne. Totalement. Et ça se voit dans tous les sujets qui sont abordés par Robert Doisneau. Restaurer toujours, restituer toujours la dignité des gens qu'il photographie. Il ne vole pas d'image, lui, jamais. C'est pourquoi on a appelé cette photographie, cette instant donné. Instant donné. Et non volé. C'est pas volé. C'est toujours donné, c'est-à-dire on sent qu'il y a l'acquiescement de la personne qu'il photographie et il les traite bien. Une sérénité, c'est vrai, dans le rapport entre... Il y a un échange, il y a un échange de bons procédés. Vous avez fait un travail difficile, sélectionner 400 photographies dans une collection qui en compte plus de 10 fois plus, finalement. 400 000, oui. 400 000, qu'est-ce qui vous a guidé dans ces choix? Comment est-ce qu'on arrive à faire un tri, finalement? C'est pas très difficile. C'est pas très difficile parce qu'en plus, c'était un co-commissariat. On travaillait avec Tempora et Isabelle Benoît, qui était donc déléguée par Tempora pour travailler avec nous, était quelqu'un qui avait déjà une très très grande connaissance des photographies de mon père. Et on avait déjà en commun l'idée de montrer des choses qu'on n'avait pas montrées souvent. Et donc, on est parti d'expositions, d'ailleurs, de noyaux d'expositions qui avaient existé déjà, et puis on a brodé autour. Et on est bien sûr, même 400 photos, ça fait une très grosse exposition. Bien sûr, c'est conséquent. Mais, malgré tout, sur une œuvre aussi considérable... Il faut faire des choix. Il faut faire des choix énormes. Donc, on était obligé, par la grandeur des lieux, qui était toujours limitée, de faire des choix assez sévères. Et puis il y a eu aussi, je trouve, cette volonté de rompre avec un certain cliché qui est celui de peintre du bonheur. Et ça ne veut pas dire qu'on est le peintre du malheur pour autant. Il y a toujours cette bienveillance, évidemment, on l'a dit, ce respect de l'autre dans le cadre de ces clichés. Mais ce n'est pas qu'un peintre du bonheur. Ce n'est pas qu'un peintre du bonheur, mais je trouve qu'il y a une phrase de Jacques Prévert, qui était d'ailleurs un de ses très proches amis, qui lui va très bien. Jacques Prévert disait « Même si le bonheur t'oublie un peu, ne l'oublie jamais tout à fait. » Et c'est ça, les photos de mon père. C'est que même, souvent, les photos, le fond est noir et sombre, et vraiment, même les enfants, ils sont dans des décors qui sont quand même terribles, souvent. Hein. Mais il y a toujours la joie du moment, de l'instant donné, du hasard extraordinaire qui se présente au coin de la rue. C'est toujours cette recherche-là qui l'anime, hein, quand même. Alors j'aimerais qu'on parle du parcours de cette exposition qui se décline autour d'une dizaine de thématiques transversales, l'enfance, les écrivains, les bistrots. Il y a une scénographie qui a été privilégiée puisque dans chaque section, vous avez cherché à nous ouvrir au travers d'une amorce très forte, pour nous faire ensuite pénétrer dans les clichés, et puis pour aller vraiment dénicher, fouiller, approfondir les œuvres de votre père, de Robert Doisneau. Il y a certains espaces qui proposent des focus inédits pour offrir une vision la plus complète possible, des audioguides aussi, avec la voix de votre père, ça c'est génial, sur une trentaine de clichés, si je ne dis pas de bêtises, avec des bandes originales des années 60 et 90. Là, l'idée, finalement, c'est d'être un peu dans sa tête quand même. Alors, l'idée, c'est quand même, dans l'ensemble de l'exposition, l'idée, c'est d'être dans sa tête. C'est-à-dire qu'on suit l'exposition en étant avec lui tout le temps. Et Isabelle Benoît a fait un travail formidable de recherche, justement, de témoignages sonores. C'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui commente, avec toujours beaucoup d'humour. Il y a un grand décalage entre la photo qu'on regarde et la photo... Et le commentaire, finalement. Telle qu'il la commente. Donc, il y a toujours son état d'esprit. C'est une exposition qui parle de lui, mais pas par l'anecdote, qui parle de lui par la philosophie de la vie. Par il y a vraiment son âme, finalement, qui est retranscrite dans les clichés. Je pense, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, mais enfin, je pense qu'on est vraiment, effectivement, dans quelque chose de très proche de lui-même, profondément.
Alors j'aimerais qu'on parle de l'enfance et qu'on s'arrête quelques instants sur ce cliché. Les frères, sur cette rue du docteur Lessène à Paris en 1934, 2 jeunes garçons qui avancent sur leurs mains sur les pavés de la rue et derrière eux, 2 autres garçons, bras dessus, bras dessous, avec leurs casquettes vissées sur la tête, sans oublier cet observateur sur le côté, sur ce qui semble être une trottinette qui les regarde envieux, curieux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors je pense que quand il a vu ça, pour lui, il y avait les bien élevés et les mal élevés. D'accord. Et les mal élevés, ils rigolaient vraiment bien. Les bien élevés, ils regardent. Un peu stupéfaits. Ils sont un peu stupéfaits et ils ont l'air, c'est plus ennuyeux d'être simplement dans la position du regardeur. Donc voilà. En réalité, on a aussi, dans cette exposition, montré à quel point il travaillait en séquence. Le jour où il a fait cette photo-là, il est resté très longtemps dans ce quartier-là. Et il y a toute une séquence où on retrouve les enfants. D'ailleurs, ceux-là, il y a 2 photos où ils ont les pieds en l'air. Donc on sent qu'ils devaient quand même pas très souvent ils l'ont pas fait pour la photo. dans l'autre sens. Et il suit ces enfants-là. Il suit les petits gosses qui viennent bien sûr les regarder, le mouvement de la rue, etc. Et on a une séquence. On se rend compte que c'est un photographe qui a rêvé de cinéma. Et que, à quelques années c'est très cinématographique. Totalement. Et il y a même certaines photos, mais même dans, par exemple, un passage qui est très 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 beau sur la mine, un reportage qu'il a pris dans les fonds de mine de Lens en 1945, mine de charbon, où vraiment les gens vivaient une vie d'enfer quand même. Il prend ces photos-là et on sent que ces moments-là, il est complètement quand même sidéré de ce qu'il voit, mais on a l'impression par moments que ce sont des photos reconstituées pour le cinéma. On sent qu'il est sidéré, mais immédiatement, il va se raccrocher à l'image qu'il va faire de ces gens-là. Et on n'est pas loin du mode de travailler du cinéma. C'est vrai. Ces enfants qui vont... Ces enfants et puis le thème de l'enfance qui va traverser quand même une partie importante de son œuvre. Vous en présentez déjà 70 clichés, ça dit quelque chose dans cette exposition. Et on entre par l'enfance. Et on commence par l'enfance. On commence par là. Et ça révèle des facettes intéressantes qui sont chères à son cœur, la spontanéité, la liberté et puis cette poésie qu'on devine dans beaucoup de clichés. Est-ce que son approche par rapport à l'enfance va évoluer au fur et à mesure que lui s'éloigne lui-même de l'enfance? Eh bien, je ne trouve pas. Il va garder cet œil. Je ne trouve pas. Je sais que même très vieux monsieur, quand les réunions familiales ou les réunions où on pouvait se trouver ensemble et tout ça, dès qu'il y avait un groupe d'enfants, c'est avec eux qu'il était. D'accord. Et la manière de photographier, cette espèce de forme qui est très peu apparente, qui existe. Les photos sont très construites en réalité, mais c'est exactement la même au début de sa vie et à la fin de sa vie. Donc je pense qu'il y a avec l'enfance une espèce... Alors ça s'explique, si on fait une psychanalyse à bon marché, ça s'explique très bien parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfance pratiquement. Il est né en 1912. Oui. En 1914, c'est la guerre de 14, son père part à la guerre. Son père revient en 1918, 4 ans sans voir son père. Quand son père revient, sa mère est atteinte de tuberculose, elle meurt 2 ans après. Donc vraiment, il a été privé d'enfance complètement, il a été dans une tristesse complète. Donc dès qu'il y a des gosses qui font n'importe quoi dans la rue, il les suit, il rattrape ce qu'il n'a pas vécu. De l'enfance aux ateliers d'artistes et cette idée de Doisneau de photographier le lieu où l'idée devient œuvre, je trouve ça très beau. Et on voit toujours son souci d'être au plus proche de l'outil de travail. Vous parliez tout à l'heure des usines, de ces classes auxquelles il s'est intéressé, de ces gens qui travaillent dur, de cette misère sociale. Là, on est dans un registre différent et pourtant, il y a toujours cette même envie, cette même sincérité dans la manière de photographier les choses. Il y a le fait que, c'est vrai, c'était pas un homme de vacances, c'était pas un homme de chaise longue. Il n'aimait pas du tout, ça l'intéressait pas. Et là où il est bien, c'est là où les hommes travaillent. Et ce qu'il admire, c'est le courage quotidien des hommes qui travaillent. Donc, que ce soit, effectivement, ça c'est l'usine Bobin à Montrouge, une usine de nettoyage de décors de théâtre et de tapis. Et cette usine qui devait être, d'ailleurs pour la santé, ça devait pas être très très bon, mais cette usine qui devait être quand même une espèce de nid à poussière invraisemblable, il est très heureux de la photographier avec ses belles lumières. Mais de la même manière, quand il va voir Giacometti dans son atelier,
Il est dans la même ambiance que ça, sauf que Giacometti fait un travail infiniment plus valorisant et valorisé. Mais lui pose le même regard et Mais lui pose le même regard. Et il pose le regard sur les outils de travail, sur le regard du travailleur, donc le peintre, même si c'est Picasso, des gens qui ont des carrières absolument admirables et admirées. Mais il pose exactement le même regard horizontal sur toutes les classes de la société, sur toutes les personnalités qu'il croise. Et même quand il accède au Paris des projecteurs et des paillettes, c'est ces années vogue, là encore, ce qui domine, c'est son intelligence du cœur. Il ne se laisse pas berner justement par les paillettes, par le côté un peu show-off, par la frivolité qui peut y régner. Et là, c'est assez incroyable ce que ça dit de lui, finalement, parce qu'on parle de ces exemples qui montrent qu'il est égal face aux situations, qu'il pose toujours le même regard. Là encore, il y a de l'émerveillement peut-être, mais il ne tombe jamais dans une caricature. Il tombe jamais dans une caricature, encore que dans les années Vogue, les années où il travaille, il est 3 ans sous contrat à Vogue avec Condé Nast, grâce à Michel de Bruneuf. Il ne renouvelle pas son contrat parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans ce milieu, qu'il a besoin de liberté. Mais Edmond Charleroux, la journaliste qui travaillait beaucoup avec elle, il est devenu extrêmement proche d'elle, ils sont très très amis. Edmond Charleroux va devenir rédactrice en chef, puis directrice du journal. Et elle va jusqu'à la fin des années 60 lui commander des reportages pour Vogue. Et on voit qu'il est, même si il prend une certaine distance avec ce monde de la frivolité, des mondanités, etc. Mais il est très à l'aise dans tous les milieux. Et il sait très bien en voir les beautés, parce que quand même, quand il photographie la vicomtesse de Ribes, il la photographie comme une femme sublimement belle, pas comme Guénon. Donc il sait s'émerveiller de cet environnement, il se prête au jeu. Complètement. Il se prête au jeu tout en gardant une distance qui est celle il ne pactise pas avec ce monde-là, on le sait, on le sent très bien, mais il sait en voir les beautés, tout à fait. J'aimerais qu'on parle d'une séquence que j'aime beaucoup, c'est un coup de cœur personnel, c'est dans les bistrots, qui sont des lieux, c'est vrai, où on partage beaucoup de choses, où il y a beaucoup de convivialité, où il y a une complicité qui est magnifique, qui est précieuse, qui peut être une complicité d'un regard, d'un instant, d'un café partagé au comptoir. Moi, j'adore ce cliché des bouchers mélomanes devant le zinc du comptoir avec leur tablier plein de sang qui regardent avec un regard un peu surpris cette jeune femme qui joue de l'accordéon. Pierrette Dorian, cette jeune femme qui joue de l'accordéon, avec Robert Giraud qui a été son passe-partout, qui lui a permis d'aller dans tous les bistrots où, sans Robert Giraud, souvent il n'aurait pas pu sortir son appareil photo. Avec Robert Giraud, ils l'ont suivi pendant des semaines. Ils l'ont suivi pendant des semaines parce que, d'ailleurs, mon père a écrit un texte là-dessus qui est très joli, où il dit « On ne comprenait pas bien pourquoi elle allait faire la quête dans des endroits où les gens n'ont pas de sous dans leur poche. » C'est vrai que les bistrots... C'est étrange. Mais elle représentait une forme de grâce et de distance, comme ça. Et donc, elle était fascinante pour un photographe. Et donc, il l'a photographiée, mais énormément dans des lieux très, très différents. Là, c'est à la Villette, mais ça peut être dans les Halles aussi, ça peut être... et là, la confrontation est géniale sur ce cliché. Et donc, là, on sent... C'est vraiment ce qu'il aime photographier, hein, c'est-à-dire l'instant donné, voilà, le moment où tout d'un coup cette femme se met à chanter et les bouchers sont assez ébahis par une forme de grâce qui émane de cet accordéoniste. Hein. Il y a aussi beaucoup d'autoportraits de Robert Doisneau. C'est un exercice à part entière, hein, l'autoportrait. Je me demande dans quelle mesure... il n'était pas un grand spécialiste de l'autoportrait, hein. Il y a moi, j'ai travaillé avec Willy Ronis. Willy Ronis, on a sorti un livre sur ses autoportraits, tellement il en faisait tout le temps. Là, c'est pas sa matière préférée. C'est pas du tout sa matière préférée. Et en plus, c'est souvent pour des amorces de pellicule. Vous voyez, c'est des essais techniques plus qu'autre chose. Mais nous, on les avez récupérés, bien conservés. Et là, on a été très contente. C'était une idée de Peter Logan, le scénographe. On a été très contente de le montrer en train de travailler. Donc, on monte les escaliers avec lui en prise de vue. Parce que c'était un travailleur acharné. C'était un travailleur acharné, mais en même temps, d'ailleurs, j'ai été très bien élevée à ce niveau-là. C'est-à-dire que le travail, c'était considéré comme la chose la plus amusante du monde. Vous voyez, on voit qu'il s'amuse beaucoup dans ces clichés. C'est pas le bagne. Pas du tout. Merci infiniment d'être venu nous présenter avec autant de passion le travail magnifique de votre père, Robert Doisneau, au musée Mayol, dans ces instants donnés et non volés. Merci infiniment pour ce temps que vous nous avez accordé. C'était un vrai bonheur de vous avoir en plateau. Et on passe tout de suite à l'art de vivre.
Je vous propose de redécouvrir Paris, mais par la gourmandise. C'est le parti pris de Eat Paris et du travail mené par Annabelle Chachme. J'espère que je prononce bien votre nom de famille. Presque, Chakmes. Chakmes, en effet, pas du tout. Qui nous fait redécouvrir Paris au travers de ses traditions culinaires et de ceux qui les font vivre, des marchés, des boutiques, des restaurants. Bon, elle est en plateau, vous l'avez deviné, et elle en parlera bien mieux que moi. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste culinaire, auteur de ce guide qui est un guide gourmand qui nous permet de redécouvrir Paris, de poser un autre regard dessus, puis de se faire plaisir autour de bonnes tables, de belles adresses, de saveurs. Est-ce que c'est là qu'on comprend, qu'on touche vraiment du doigt l'âme d'une ville? Oui, je crois, parce que en réalité, qu'est-ce qui explique le mieux que manger où on se trouve? On mange pas la même chose partout, et heureusement d'ailleurs, parce que si on mangeait, on serait sur une uniformité qui serait pas très agréable. Et oui, je crois qu'on comprend une ville et ses habitants en mangeant et en découvrant le patrimoine culinaire de chacune. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ces guides. Il y a celui-ci, je l'ai écrit Londres aussi, Food Lover Travel Londres, Rome que j'ai adoré, et Montréal que j'ai adoré, et 2 autres autrices ont écrit Amsterdam et Séoul. On est quand même particulièrement bien doté à Paris. Vous avez fait des découvertes, j'imagine. Pour certaines, oui. Elles sont devenues des habitudes, des vrais moments de vie, de votre quotidien, des endroits où vous prenez plaisir à revenir. C'est ce que vous dites finalement au début dans cet édito que j'ai trouvé très joliment écrit. C'est un peu le parcours d'une gourmande avec cette journée où croquer un croissant de chez... et puis aller chez machin pour le repas du midi. C'est vraiment génial de s'imaginer découvrir une journée d'une Parisienne au travers de ses pas gourmands. J'espère en tout cas, et je veux pas que si des gens qui ne sont pas de Paris le lisent, je veux pas que je veux pas en faire un objet parisiano-parisien en fait. Je veux qu'on l'ouvre de façon plus large et que chacun s'y retrouve. Donc en fait l'idée n'est pas, il y a effectivement des endroits branchés et qu'on aime, mais il y a aussi ce qu'est l'âme réelle de Paris. Et il y a notamment, il y a le bistrot Paul-Bert que j'adore. Ah oui, alors je me permets parce que vous nous proposez un concentré du meilleur si on n'a pas beaucoup de temps. Si vous n'avez que 24 heures, tout est dit dans le titre, et vous commencez avec un vrai bistrot parisien, et pour vous, c'est le Paul-Bert. Le Paul-Bert, moi j'ai une histoire d'amour avec ce restaurant. Bertrand Boineau, qui est le propriétaire du Paul-Bert, je l'aime d'amour. C'est quoi votre plat fétiche là-bas? Le steak au poivre, parce que c'est vraiment le meilleur du monde, je peux vous dire. Mais vraiment. Sans aucune exagération. Ouais, non. Et puis vous voyez, j'ai eu l'impression de réussir ma vie un petit peu quand j'arrive dans un restaurant, qu'on me sert juste la sauce du steak avec des frites, ce qui est probablement mon plat préféré au monde, que je n'ai pas besoin de le demander. C'est un peu ma Rolex avant 50 ans. Je vois très bien l'idée. Déviant pour la branchitude de la vie parisienne et des paillettes dans les papilles, c'est vrai que c'est une super adresse. Déviant, c'est exceptionnel. On est sur un génie. C'est pas loin d'ici d'ailleurs. Oui, c'est un génie de la cuisine. Pour moi, j'ai du mal à en parler tellement cette adresse me sidère de justesse et d'élégance et de précision. Avec des possibilités assez abordables pour des déjeuners le midi en plus, donc c'est très agréable. Ils sont ouverts que le soir. C'est que à partir de 18h. Ah d'accord. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel, des assiettes qui sont étoilables. Ouais. Pour moi, alors comment est-ce qu'on explique qu'il n'y ait pas encore d'étoiles? Bientôt. Parce que je pense qu'ils sont en avance sur les étoiles. Et qu'ils cassent des codes qui, pour moi, les rendent exceptionnels, mais je pense qu'ils sont un peu en avance. Vous accordez une jolie place aussi à la tradition, avec à la mère de famille, par exemple, pour redécouvrir les assiettes de notre enfance. Sébastien Godard pour la pâtisserie de tradition, sans faute, parfaitement exécutée. Maison Véro, alors là, c'est pour une belle tranche de pâte et croûte de haute volée. La grande épicerie de Paris, là encore, c'est mythique. C'est aussi des lieux de vie, des lieux qui font vivre. Mais c'est des lieux, quand vous citez par exemple la grande épicerie de Paris, ou à la mère de famille, c'est des lieux qui racontent l'histoire de la gastronomie française. À la mère de famille, ils ont des bonbons qui n'existeraient plus si jamais ils les vendaient pas. Ils perpétuent ces traditions. Ils perpétuent les traditions. La grande épicerie de Paris, c'est pareil. C'est une institution, mais qui a été racontée. Je vous dirais peut-être des bêtises, mais je crois que c'est Zola. Le bonheur des dames. Ouais. Vous pensez au bonheur des dames? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est là. C'est ça. C'est pas moi, je crois, j'en suis certaine. Je me souvenais plus exactement, mais j'en suis certaine. Et en fait, c'est des adresses qui racontent et qui nous disent quelque chose de Paris. Complètement. Et de notre lien intime avec la gastronomie. On a beaucoup de chance. Et on a une chance inouïe d'avoir ça chez nous. Inouïe. On n'est pas un pays jeune et il faut pas oublier d'où on vient.
pour savoir où on va. Et c'est important dans ces pérégrinations culinaires que de redécouvrir aussi des lieux mythiques comme la Grande Épicerie de Paris. Ça, c'est si on est pressé. Mais vous nous envoyez aussi vivre des expériences plus folles encore, comme chez Aura. Alors moi, c'est un coup de cœur personnel. J'avais adoré Hémicycle et quand j'ai redécouvert la table de la chef Aurora Storari, pâtissière extrêmement talentueuse, on se dit qu'on a des génies au coin de la rue. Incroyable. Cette table est incroyable. J'ai mangé des pâtes avec une sauce au chocolat blanc. Mais à aucun moment... Ça ne vous ferait rien envie si ce n'était pas elle qui les cuisinait. Déjà. Et j'aurais envisagé qu'il y avait du chocolat blanc dans ces... Enfin, c'était tellement techniquement précis, parfait, juste. Non, en fait, c'est une chef pâtissière qui vous fait un menu gastronomique du début à la fin. Mais on passe... c'est complètement déboussolant. Il faut y aller avec une espèce de lâcher prise. Ouais. Parce qu'on n'est pas du tout sur des codes qu'on connaît. Donc ouais, non, c'est exceptionnel. Vous dressez aussi quelques portraits, comme celui de l'incontournable Pierre Gagnère, c'est vrai aussi pour Sam Mahon. Et puis on prend une carte de Paris par arrondissement, et là on arpente. Alors il y a bien sûr le quartier des Halles, du Louvre jusqu'à Montorgueil, où il y a Omar Diab, le virtuose, la distillerie de l'Arbre Sec, Jade Genin, la fille du célèbre chocolatier, qui s'en sort très bien à son nom également. C'est quoi finalement ce que vous... Elle est surtout Jade Genin avant d'être la fille de... C'est vrai, vous avez raison. C'est quoi finalement le parcours que vous nous proposez? Est-ce que c'est une sorte de guide? Est-ce que où on se dit bon, je ne sais pas où je vais manger ce midi, j'ouvre puis tiens, et si j'allais là-bas? Ou est-ce que c'est presque une carte au trésor? C'est plus je suis là, qu'est-ce qu'il y a autour de moi de bon? D'accord. En fait, moi ce qui m'insupporte dans la vie, c'est d'arriver dans une ville et de manger et d'avoir l'impression d'être prise pour une touriste, manger cher quelque chose qui est pas bon. Et en fait, j'avais voulu avec ce guide que les gens qui arrivent à Paris se disent OK, je suis à tel endroit. Qu'est-ce que je peux manger bien, qui incarne la ville, et pas cher? Ou alors cher si j'ai envie d'aller me faire un petit plaisir, mais en fait, où je peux manger et où est-ce que ça va être bon, bien, et pas manger n'importe quoi, n'importe où. Je vois très bien l'idée. N'importe où. Quoi. Avec des commerces aussi, parce que les commerces de bouche, on est particulièrement bien dotés. À Paris, vous parlez notamment de la rue du Nil, où on est gâté avec les boutiques Terroir d'Avenir. Ces marchés aussi dans Paris, le marché des Enfants Rouges, qui est devenu une vraie réunion obligatoire du dimanche pour le brunch ou le repas du midi. C'est des lieux qui sont aussi le poumon d'une ville, finalement. Tout à fait, mais c'est des lieux qui sont aussi incarnés. Quand vous avez des Terroirs d'Avenir, par exemple, cofondés par Sam Mahon et Alexandre Drouard, c'est des gens qui ont des visions. Donc ça se sent dans leur façon d'envisager les choses. Vous parliez du portrait de Sam Mahon. Sam, c'est quelqu'un qui a une vraie vision des choses. Or tout, c'est-à-dire en tant qu'individu, il a une vision de la nourriture et de la façon de consommer qui est incroyable. Qui lui est très personnel. Qui lui est très personnel et individuellement, c'est des profils que j'avais envie de partager. Mais dans les lieux que vous citez, le marché des Enfants Rouges, évidemment, en plein Paris, on est en rue de Bretagne. C'est difficile à imaginer parce qu'il y a un petit côté trésor caché. C'est incroyablement pas facile à imaginer. Mais c'est sublime. Enfin, on peut pas arriver à Paris sans passer par là. Alors moi, vous m'avez même réconcilié avec les bars d'hôtel. Je suis pas une grande fan a priori. C'est vrai. Je trouve que c'est des endroits qui peuvent être un peu. Alors je vous conseille un peu pompeux. Vraiment 2 bars, un bar d'hôtel et un d'hôtel. D'accord. Le bar d'hôtel que je vous conseille vraiment, c'est le bar Aristide du Lutetia. D'accord. Qui est un bar sublimissime et où on a vraiment l'impression d'être dans un cocon. Enfin, on rentre, il y a le bar principal qui est le bar Joséphine Baker, qui est un bar plus, voilà, un bar d'hôtel pour le coup. Et le bar Aristide qui est vraiment, il se passe un truc. On rentre pas comme ça. Ok, je vais y aller. Et alors le deuxième que je vous conseille, mais c'est un de mes bars préférés au monde, hein, pas que à Paris. Bien. C'est le bar d'Anico. D'accord. Qui est derrière la pizzeria d'Arocco. Ah, je vois très bien. Et alors, en fait, les cocktails réfléchis par Nico de Soto sont des cocktails qui correspondent par carte à des voyages qu'il a fait. Oh, génial. Et alors, ça, je suis très sensible à des propositions comme ça. D'accord, c'est une merveille. Et c'est techniquement incroyable. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que je me dis à chaque fois que je vais être noyée de propositions. Et donc, justement, je me dis que je vais presque l'utiliser comme une carte au trésor. Parce que j'ai envie d'y aller par arrondissement et de tout tester pour me faire vraiment un palais et un avis sur les propositions culinaires à Paris. Grâce à vous. Réjouissez.
Merci d'être venu sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et de nous avoir présenté votre travail et puis votre passion. Merci on le sait pour la gastronomie. C'était un immense plaisir de vous avoir avec nous. Moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT. Excellente soirée.